chers Sénégalais. Je viens faire une petite vidéo ou bien une série de petites vidéos pour parler de l'actualité sur le plan sanitaire du pays. Nous allons commencer par deux éléments, à savoir le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu récemment au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi l'élaboration de la stratégie nationale de transformation sanitaire du Sénégal que le ministère vient d'annoncer. Nous signalons que nous sommes en train de parler des sujets d'actualité et certainement et sûrement même nous allons faire d'autres vidéos pour parler du MONCAP et particulièrement du MONCAP Santé et faire quelques annonces des travaux scientifiques que nous comptons mener pour préparer le programme de notre futur candidat, Inch'Allah, pour les élections de 2029, à savoir le président Ousmane Sonko. Donc, pour parler d'abord, nous allons du débat d'orientation budgétaire. Il faut savoir que lors de la séance qui s'est tenue au niveau de l'Assemblée nationale, il a été question essentiellement d'un document hautement stratégique présenté par le ministre des Finances et du Budget, M. Cheikh Diba, qui est devenu ministre de l'Économie et des Finances. Pour moi, personnellement, je vais commencer par ce point. Et je pense que ça peut être une bonne chose ou bien une mauvaise chose. Dans la mesure où on sait que le ministère de l'Économie, des Plans et de la Coopération et le ministère des Finances jouent un rôle tous les deux important pour l'ensemble des ministères dans l'élaboration des budgets, de la planification. L'exemple que je peux donner, c'est que tous les ministères ont des documents stratégiques, mais ces deux ministères sont obligés de valider des documents qui sont issus d'autres ministères. L'exemple que je peux donner, c'est la lettre de politique sectorielle, qui est la déclinaison quinquennale de la vision des plus hautes autorités, doit être validée et jugée conforme avec la vision par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Il faut aussi noter que le document qui suit, c'est-à-dire que le DPPD, et nous allons parler de ce document tout à l'heure, doit être validé par le ministère des Finances. Donc, avoir deux documents stratégiques qui sont validés par deux ministères me semble beaucoup plus cohérent que ces deux documents soient validés par le même ministre et le même ministère, qui devient maintenant le ministère de l'Économie et des Finances. Donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, parlons du document qui était en question lors du débat d'orientation budgétaire et même le débat d'orientation budgétaire en lui-même. D'abord, parlant du débat d'orientation budgétaire, ce qu'il faut noter, c'est que c'est une directive, une recommandation, une parmi plusieurs recommandations de l'UEMOA qui date de 2009 et qui devait nous mener vers l'implémentation du budget programme avec une gestion axée sur les résultats. Donc on devait quitter le budget moyen qu'on applique jusqu'à maintenant pour aller vers le budget et programme, et où les responsables de programme auront un rôle important à jouer et une redevabilité beaucoup plus importante. Donc, nous sommes avec l'UEMOA qui nous a demandé d'aller vers le budget programme depuis 2009. L'État qui était là a traîné les pieds, il faut l'avouer, il faut le signaler, parce que depuis 2009, c'est en 2021 que le président d'alors a pris la peine d'élaborer la loi des finances 2021-07 et pour la loi, ainsi que ces quelques décrets d'application, à savoir le décret contrôle gestion budgétaire et le décret budget programme. C'est ces documents qui devaient nous mener vers l'implémentation
du budget programme, comme je l'ai dit, qui est une directive, une recommandation de l'UEMOA. Donc pour terminer sur ce point, il faut savoir que lorsqu'on a commencé le débat d'orientation budgétaire, c'était pour aller vers le budget programme. Parce que le débat d'orientation budgétaire en lui-même fait partie des éléments qui doivent nous mener vers le budget programme. Le débat d'orientation budgétaire, pour terminer sur ça, a été installé en 2014. Ça aussi, c'est un signe qui montre qu'on a beaucoup traîné les pieds. Donc, de 2009 en 2014, on n'a rien fait. En 2014, on a installé le débat d'orientation budgétaire. Donc, on devait immédiatement aller vers l'installation du budget programme avec la modification de la loi de finances et des décrets d'application. Mais de 2014 en 2021, on n'a rien fait. Jusqu'en 2021, le président a modifié la loi et la loi des finances avec les décrets d'application. Donc, il s'agit c'est lors de cette séance qu'on a présenté le document que je vais présenter maintenant, qui présente des couacs, qui présente des anomalies, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui manquent pour qu'on puisse aller vers le budget programme. D'abord, lorsque on nous a présenté le document, le DPPD, qu'on appelle document de programmation pluriannuel des dépenses ou document de programmation pluriannuel budgétaire et économique, ce document contient ce qu'on appelle la cartographie des services. Et cette cartographie pose problème parce que cette cartographie n'a pas encore été validée par un décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Santé. Je vais revenir sur ce décret, mais je vais encore parler un peu de la cartographie des services. Pourquoi? Parce que on peut dire que le ministère des Finances a validé le document, donc il a validé la cartographie. Mais cette cartographie doit venir du décret portant organisation et fonctionnement du ministère. Donc on va faire seulement du copier-coller. Pour copier la cartographie qui est dans le décret portant organisation et fonctionnement du ministère, pour coller ça au niveau du DPPD. Et maintenant, figurez-vous qu'on n'a pas de décret portant organisation et fonctionnement du ministère à l'heure où je vous parle. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le décret qui existait n'est plus valable. Qu'est-ce qui montre que ce décret n'est plus valable? Parce que le président de la République a pris un décret portant répartition des services. Ça veut dire que il a pris l'ensemble des services qu'il a dispatchés entre la présidence, la primature et les autres ministères. Chaque ministère, il a donné quelques services. Et maintenant, c'est les services qui sont alloués, par exemple, qui sont au niveau du ministère de la Santé, qu'on doit diviser au niveau des programmes, avec ce qu'on appelle une logique d'intervention. Je vais revenir un peu sur ce qu'on appelle la logique d'intervention. Maintenant, à ce niveau, on a un décret portant répartition des services du président. On a aussi un décret portant nomination du gouvernement. Mais aussi, il y a un autre décret qui porte sur le décret 2017-314 qui porte sur la création des directions et directions générales, qui n'a pas été respecté, parce que ce décret dit que lorsqu'on nomme un nouveau ministre, dans les 2 mois, il doit proposer un décret portant organisation et fonctionnement de son département. Pourquoi on doit même le faire au niveau du ministère de la Santé? Parce que nous ne sommes plus le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous sommes le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous avons hérité de l'hygiène publique et on a perdu l'Action sociale. Donc il y a des services qu'on a hérités, il y a des services qu'on a perdus. Donc tout ça, il faut réorganiser ça pour que ça fonctionne ensemble. Donc, premièrement, on n'a pas de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Santé qui nous pose problème pour avoir une bonne cartographie des services au niveau du document de programmation pluriannuelle des dépenses. L'autre problème que nous avons, c'est l'arrêté portant nomination des responsables de programme. Et ça aussi, ça pose problème et ça nous met les bâtons dans les roues, ça nous empêche d'aller vers le budget programme. Parce qu'il y a un autre décret que le président de la République a ratifié, a
pris, c'est le décret portant création des nouveaux programmes. Parce qu'on parle de documents de programmation, c'est pour les programmes. Donc, le président a pris un autre décret portant création des nouveaux programmes. Parce qu'on avait trouvé des programmes ici, au niveau, dans l'ensemble des départements. Et vu qu'on parle de la santé, pour la santé, on avait trouvé essentiellement 4 programmes. Le programme de l'action sociale, qu'on n'a plus, le programme santé de base, le programme santé de référence et le programme gouvernance. Maintenant, on n'a que 3 programmes au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est le programme promotion-prévention, programme protection, offre de soins de qualité à tous les niveaux et programme gouvernance. Donc vous voyez qu'il y a une différence dans les programmes, à part le programme gouvernance qui sert à piloter et qui sert de tout de contrôle de façon plus schématique. Donc, j'ai déjà parlé du fait qu'on n'a pas de décret portant organisation et fonctionnement du ministère. 2, on n'a pas d'arrêté qui nomme les responsables de programme. Donc, on ne peut pas avoir une gestion axée sur les résultats. Parce que c'est les responsables de programme qui sont responsables du budget, d'après la loi de finances 2021-07. Et pourquoi l'arrêté n'a pas encore été pris par le ministre de la Santé et de l'Action et de l'Hygiène publique, parce que c'est un arrêté ministériel, parce qu'on a un problème de logique d'intervention, on a un problème de cohérence, parce qu'on a 3 directions générales, on va avoir 3 directions générales et le secrétaire général, donc ça fait 4 responsables de programme, et on a 3 programmes. Donc, quel programme pour quel responsable de programme? Quel programme va être dirigé par quelle direction générale? On a 2 directions générales qui se partagent un programme. Ça aussi, c'est un autre problème que je vais signaler. Le fait qu'il y a l'offre de soins où on trouve et la direction générale de la santé et la direction générale des établissements de santé. Donc, si tu nommes le directeur général de la santé ou le directeur général des établissements de santé comme responsable de programme, l'autre va flotter et devenir inutile. Et on doit supprimer l'autre direction générale parce que ça n'a pas de sens de garder et la direction générale et la direction des établissements de santé dans ce contexte, avec cette vision qu'on a eue venant du président qui a donné naissance à un axe, à 3 axes stratégiques et 3 programmes. Donc 3 programmes, 3 responsables, mais vu qu'ils en ont 4 à leur niveau, ils ne savent pas à qui donner le programme, ils sont en train de laisser la situation s'enliser et pour in fine que personne ne sait qui est responsable de quoi que ce soit. Ce qui fait que ça ne sert à rien presque d'aller vers la revue annuelle conjointe prochainement. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de DPPD. Le DPPD, c'est un document triennal qui prévoit les dépenses et le financement pour 3 ans. Donc, après chaque année, on fait ce qu'on appelle la revue annuelle conjointe. Et lors de cette revue annuelle conjointe, chaque responsable de programme va venir présenter ce qu'il a réalisé comme performance et maintenant projeter ce qu'il compte faire dans l'année suivante. Donc, si tu n'as pas de responsable de programme, comment tu vas faire la revue annuelle conjointe? Et c'est de la revue à partir de la revue annuelle conjointe qu'on va faire le cadrage budgétaire avec le ministère des Finances. Et après le cadrage budgétaire, on va aller vers la loi de finances initiale avec le débat d'orientation budgétaire. Donc, in fine, on a un problème à 4 niveaux. On a un problème de logique d'intervention parce que tout ne s'embarque pas très bien. On ne sait pas quel service doit aller à quel programme. Et l'exemple que je peux donner pour terminer sur ça, c'est qu'il y a des services qu'on doit mettre dans l'offre de soins qu'on a mis dans la gouvernance. Et l'exemple que je peux donner, c'est la DEM. La direction c'était des infrastructures équipements. Maintenant, c'est la direction des équipements. Pourquoi? Parce que dans l'offre de soins, pour avoir des résultats, le responsable de programme doit gérer et les médicaments, et la ressources humaines, et les infrastructures et équipements. S'il n'a pas une mainmise sur ces 3 éléments, il ne peut pas avoir des résultats. Donc déjà,
on n'a pas de responsable de programme. Mais deuxièmement, même si on a un responsable de programme, dans ces conditions, le responsable de programme a déjà des alibis, a déjà des excuses pour ne pas avoir de résultats parce que les services n'ont pas été bien répartis au niveau de la cartographie des services. L'autre élément à signaler, on n'a pas de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et troisièmement, quelque chose de très important, on n'a pas d'arrêté portant nomination des responsables de programme. Tout ceci fait que le document qu'on a présenté au niveau de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne la santé, pose beaucoup de problèmes. Donc, on aura du mal à avoir les résultats escomptés au niveau de la santé. Donc, c'est ce que je voulais développer concernant le débat d'orientation budgétaire avec le document de programmation pluriannuelle des dépenses. Pour terminer avec un autre, le deuxième point, c'est-à-dire parler de la stratégie nationale de transformation du système sanitaire que le ministère de la Santé est en train d'élaborer. Je pense même que c'est en phase de finition et qui pose problème aussi, qui pose problème d'utilité, en tout cas à l'instant T. À l'instant T, ça pose un problème d'utilité. Parce que lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons élaboré pas mal de documents. Nous avons élaboré des documents hautement stratégiques. Et nous avons modifié ou bien aligné aussi d'autres documents hautement stratégiques. Nous avons commencé par l'agenda de transformation, qui est un document qui porte sur 25 ans, de comment transformer le Sénégal en 25 ans pour avoir un pays juste, un pays souverain et un pays prospère. C'est ça l'objectif. Et on sait qu'un mandat dure 5 ans. Nous avons élaboré un premier document de 10 ans qui va refléter, qui va prendre en compte les 10 premières années de l'agenda de transformation et on l'a nommé Master Plan. Et d'ailleurs, c'est ce document que le président Ousmane Sonko dit que souvent, que rien qu'avec le Master Plan, on peut atteindre nos objectifs de pays juste, prospère et souverain. Et après ce Master Plan, nous avons élaboré encore un autre document pour épouser l'actuel mandat. C'est un document qui s'appelle la stratégie nationale de transformation, la stratégie nationale de développement. Et tous ces documents, on l'a en commun avec les autres ministères. Ça veut dire que si tu vas dans ces documents, tu vas trouver qu'on parle du ministère de la Santé, de l'Environnement, de l'Éducation, de la culture, bref, de l'ensemble des départements. Et d'ailleurs, même ces secteurs ou départements ont été réunis au niveau de l'agenda. Par exemple, nous, la santé, nous sommes au niveau de l'axe 2, ou avec d'autres ministères, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Famille, pour avoir ce qu'on appelle un capital humain de qualité et l'équité sociale. Donc, après ces documents, chaque département a élaboré sa lettre de politique sectorielle de développement. Et nous, arrivés à ce niveau, nous avons trouvé un document sur place au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène et de l'Action sociale, qui est devenu ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui s'appelle PNDSS, Plan national de développement sanitaire et social. Arrivé à ce niveau, nous avons deux options. La première option, c'était de créer un document qui est en phase avec notre vision et qui va découler de l'ensemble des documents que je viens de citer, ou bien aligner le document qu'on a trouvé, c'est-à-dire faire en sorte que ce document soit en phase avec la vision des plus hautes autorités. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons aligné le PNDSS, nous avons fait des ateliers jusqu'à dire que ce document maintenant est en phase avec la vision. Ça veut dire que si on applique le PNDSS, c'est appliquer la vision des plus hautes autorités parce que ça a été aligné avec nos documents de référence. Et d'ailleurs, c'est le PNDSS, la lettre de politique et le compact qui nous servent de base pour aller vers ce qu'on appelle le DPPD, que j'ai développé dans l'autre
vidéo, et c'est à partir du DPPD qu'on va aller vers le PAP, qu'on va aller vers le PTA, qu'on va aller vers le RAP et la RAC, la revue annuelle conjointe. Donc, nous sommes en train de parler d'un document très stratégique qui est le PNDSS. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir aligné le document, on est allé vers l'option numéro 2. Ça veut dire qu'au lieu de faire soit l'option numéro 1 ou l'option numéro 2, on a fait les deux. Et ce qui fait que je parle de quelque chose qui est inutile à l'instant T. Et je vais m'expliquer sur ça, parce que c'est l'objet de la vidéo. En faisant l'alignement, on a mis du temps, de l'énergie et de l'argent pour faire l'alignement, parce que ça nous a coûté beaucoup de temps. On a organisé des ateliers qui nous a pris du temps, de l'énergie, parce que la plupart du temps, on est obligé de réunir des acteurs venant des 14 régions du pays pendant des jours pour travailler sur l'alignement. On l'a fait avec plusieurs ateliers. Et les ateliers, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent, ça tout le monde le sait. Il faut louer des hôtels, payer des podiums, et rien que ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, on a fait tout ça pour ensuite jeter le document ou bien abandonner le document pour être beaucoup plus diplomate et maintenant aller créer ce qu'on appelle la stratégie nationale de transformation du système sanitaire. Alors, question, pourquoi faire tout ce travail pour aller vers un autre document? Et deuxièmement, pour le PNDSS, ça reste que 2 ans. Ça veut dire que pour exécuter le PNDSS doit se terminer en 2028. Tu as déjà fait l'alignement du PNDSS. Qu'est-ce qui t'empêche de l'appliquer pendant 2 ans avant de faire l'évaluation et aller créer votre SNTSS, votre stratégie nationale? Ou bien le fait de parler de PNDSS va rappeler qu'il y avait un autre gouvernement, parce que qui parle de PNDSS parle du gouvernement du président Macky Sall, pour ne pas citer son nom. Donc c'est pour marquer son empreinte qu'on est trop pressé pour créer la SNTSS, ou qu'est-ce qu'il y a derrière? D'autant plus qu'on a déjà fait l'alignement. Si on n'avait pas fait l'alignement, et on crée la stratégie nationale, personne n'allait parler. On allait dire que c'est normal, on a une nouvelle vision, il faut des documents qui soient en phase avec cette vision. Mais perdre du temps, de l'argent et de l'énergie pour aligner le PNDSS, abandonner le PNDSS pour aller vers la stratégie nationale, ça, je trouve ça un peu... Il y a beaucoup d'incohérences qu'il faut noter. Donc, on est dans un pays pauvre, endetté. Donc, perdre ce temps, l'argent avec et l'énergie avec, pour ensuite aller vers autre chose, pour moi, c'est du tâtonnement pur et dur. Et je pense que on l'a vu ici, sur ce cas, et on l'a vu sur le débat d'orientation budgétaire, et on va le voir aussi avec d'autres cas qu'on va développer dans l'avenir. Donc, c'est les 2 points que je voulais développer, et terminer par dire que le MONCAP Santé est en train de travailler sur ces documents stratégiques, sur tous ces documents stratégiques, parce qu'on est obligé de faire l'évaluation de ce qui est fait en bien ou en mal, essayer d'ajuster pour essayer de faire en sorte que le master plan soit bien respecté. Et si ce n'est pas le cas, ce sera le deuxième master plan qui va nous permettre d'atteindre notre objectif de pays juste, souverain et prospère. Et parlant des documents sur lesquels le MONCAP Santé est en train de travailler, on peut citer le Code de santé publique, on peut citer la réforme hospitalière. Et parlant de la réforme hospitalière, ça va être probablement, très probablement, avec la validation du coordinateur du MONCAP, Dr Babou, ça va être notre premier sujet d'université du MONCAP pour le MONCAP Santé. Et là, nous comptons amener les réformes qu'il faut. Et quand vous lisez les documents de la réforme hospitalière de 98 et les modifications de 2015, vous allez voir que rien n'a changé. D'abord, on voit nettement que même la réforme de 98, il y a des éléments qu'on devait mettre en œuvre et qui ne sont pas de 98 à 2026. Donc ça fait presque 30 ans
d'attente. Donc même la réforme de 98 n'a pas été déroulée entièrement, et ce qui pose problème. Donc nous allons évaluer la réforme de 98, évaluer la réforme de 2015 pour ensuite apporter notre touche personnelle pour assurer l'offre de soins de qualité au niveau des hôpitaux, qui soit une offre qui soit accessible et de qualité, accessible sur le plan financier et de qualité. C'est ce que nous comptons faire. Notez que l'actuel gouvernement est en train de faire la réforme, mais on n'a pas encore les résultats. Mais on pense que ce ne sera pas fameux. Les résultats ne seront pas fameux dans la mesure où on sait que quand tu fais des réformes en vue d'une transformation, nous n'oublions pas que nous sommes là pour faire une transformation systémique, et que les acteurs ne respectent pas, ça pose problème. Ça veut dire que vous êtes là pour soigner quelqu'un, une plaie, et que le gars ne crie pas et que vous ne l'avez pas anesthésié, ça veut dire que vous ne faites pas bien votre travail. Et c'est ce qui se passe avec la réforme actuelle. La réforme actuelle que le gouvernement est en train de créer. Pourquoi je dis ça? On n'a pas encore entendu les syndicalistes dire que ça ne nous arrange pas. On n'a pas entendu les autres éléments qui composent le secteur de la santé dire que ça ne nous arrange pas. Donc ça veut dire que c'est comme si c'est ce qui existait qui va continuer avec quelques petites modifications, comme ce fut le cas avec la réforme de 2015 avec l'ancien président, l'ancien gouvernement. Donc nous, on compte amener les réformes qu'il faut pour avoir des résultats, c'est-à-dire une offre de qualité, mais aussi en quantité, c'est-à-dire une offre qui va respecter, qui sera à un coût acceptable. Et le master plan l'a déjà prévu, hein? Un coût acceptable, le master plan en a déjà parlé. Et ce qui est en train de se faire, ce n'est pas ça qui va nous mener vers un coût acceptable pour les populations, mais aussi la qualité dans la prise en charge. Parce que je vais terminer sur ce point. Nous voulons faire en sorte que les ménages ne supportent plus les 45% du coût de la santé, comme ce fut actuellement le cas. L'État ne supporte que 28%, les collectivités territoriales ne supportent que 1%, les partenaires techniques et financiers environ 27%, et les ménages 47%. Ça pose réellement problème. Donc nous voulons faire en sorte que les ménages ne supportent plus ce coût, et Inch'Allah, nous allons y arriver avec les réformes que nous comptons apporter concernant la réforme de 98 avec ces deux loi 9802 et 9812, ces deux décrets d'application et l'arrêté qui en suit. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Après ça, nous allons voir le code de santé publique. Après ça, nous allons voir le plan national de développement, le plan national de promotion et prévention, ainsi de suite. Donc on a beaucoup de documents à revoir ou bien à créer pour, Inch'Allah, atteindre ou bien participer dans le développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale. Donc c'est les deux vidéos que je voulais faire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute.